Bonjour et bienvenue sur Guéret Plomb. Alors pour cette nouvelle rubrique Un genre, un jeu, nous allons parler du steampunk. Et cela à l'occasion de la sortie en boutique de Château Falkenstein, un jeu de rôle édité chez Lapin Marteau. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que le steampunk? Alors le steampunk est un mouvement littéraire qui tire son inspiration des romans de Jules Verne, de certains romans de Jules Verne, comme Les 500 millions de la Bégueule ou Robur le Conquérant. On a affaire à des récits qui mettent en avant le rapport entre l'homme et la machine à vapeur plus particulièrement. Alors il y a des digressions, il y a des déclinaisons avec l'oil pulp, le coal pulp, le diesel pulp, enfin et j'en passe. Mais généralement, les histoires de steampunk nous embarquent dans un univers parallèle d'influence victorienne, voire des années folles, où les personnages généralement héroïques ont affaire à des grands méchants, des mégalomanes, des savants fous, etc., qui ont inventé différents gadgets, différentes machines informales, toutes construites à base de la technologie de la vapeur. Donc là, nous sommes vraiment dans le genre steampunk pur, il n'y a pas d'introduction d'autres éléments, mais le steampunk aussi peut voir arriver dans ces histoires de la magie, du fantastique, voire du post-apocalyptique, ça peut arriver aussi. Donc vous voyez, c'est un genre très riche. Il est apparu au cinéma très rapidement, dès les années 30. Non, vous ne rappelez pas, vous n'étiez pas né, moi non plus d'ailleurs. Voilà. Les sérioles qui passaient au cinéma, dans les cinémas américains durant les années 30, où des agents secrets luttaient contre des espions nazis ou divers méchants qui étaient équipés de gadgets faits à base d'éléments steampunk. Voilà. Donc après, ensuite, aussi à la télévision, les Mystères de l'Ouest, dès les années 70, vous voyez Lovelace, il a des éléments steampunk avec ses machines. D'ailleurs, c'était repris dans le film avec Will Smith, hein, puisqu'il y a pas mal d'éléments steampunk dans la machine. Il n'y a que ça, d'ailleurs, si je réfléchis bien. Dans les Mystères de Wild West, avec Will Smith. Donc voilà, le steampunk, c'est pas nouveau, c'est devenu très à la mode au XXe siècle, mais c'était traité bien avant. Et le jeu de rôle, évidemment, suit les tendances et n'a pas été en reste. Alors, Château Falkenstein, c'est peut-être un des tout premiers à sortir en français, parce que dès la fin des années 80 ou 90, je ne sais plus trop exactement la date, Château Falkenstein était sorti en première édition chez Descartes, et il a été suivi par de nombreux d'autres jeux de rôle. Nous avions Space 1888 aussi, qui est assez ancien, mais depuis quelque temps, c'est revenu vraiment à la mode, avec des jeux de rôle remarquables, sortis en français, comme Écrime, comme Steam Shadows, par exemple, que j'avais fait la critique il n'y a pas très longtemps. Vous avez Abstract Dungeon Steampunk aussi, qui transforme la règle Abstract Dungeon pour pouvoir jouer à un mode steampunk. Bon, bref, j'en oublie, excusez-moi pour ce que j'oublie, mais il y a pas mal de produits qui peuvent faire l'affaire pour le rôliste. Il y a aussi beaucoup d'éléments steampunk dans des jeux de rôle qui ne sont pas étiquetés steampunk, hein, comme les Champs de l'Os avec ses vaisseaux volants. Vous avez Nautilus aussi, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. On ne peut pas vraiment dire que c'est un jeu de rôle steampunk, mais il y a quelques ingrédients quand même qui font référence, évidemment, puisque c'est vernien, au genre steampunk. Mais nous allons parler plus particulièrement, je vous remonte le bouquin, de Château Falkenstein. Alors Château Falkenstein, c'est un gros pavé, voilà, au format, c'est un format A5 à peu près, voilà, un peu plus gros, voilà. Nous allons donc jeter un petit coup d'œil là pour voir ce qu'il fait l'originalité, et il en a par rapport aux autres jeux de rôle. Alors on se retrouve tout de suite pour une sorte de feuilletage express où on va en savoir un peu plus sur Château Falkenstein. A tout de suite. Alors d'abord, Château Falkenstein, c'est un livre très original et un jeu de rôle très original. Il faut savoir que la présentation n'est pas comme les autres jeux de rôle. Ça peut être un peu déstabilisant, c'est-à-dire que c'est présenté un peu comme un roman. C'est-à-dire que vous avez la présentation
de l'univers qui est sous la forme d'un roman, de l'histoire de Tom Holland. C'est quelqu'un de l'univers de chez nous qui, un peu à la manière de John Carter, hein, quand il rentre dans sa grotte et qu'il est projeté sur Mars. Ici, c'est pareil, là, c'est carrément, il a été ensorlevé, c'est-à-dire il a été convoqué par deux personnages du jeu, enlevé à son univers contemporain, l'univers que l'on connaît bien, pour atterrir dans le jeu, carrément, atterrir dans l'univers du jeu, c'est-à-dire cette sorte de nouvelle Europe, une vision un peu déformée de l'Europe victorienne. Alors, c'est présenté, voilà, vous avez ici déjà ça, ensorlevé. Alors là, vous voyez que c'est carrément, ça explique... il écrit, cher Mike, je ne suis pas mort, etc. Ça fait vraiment penser à du Brousse, hein. C'est volontaire, hein, bien sûr. Hein. Donc la présentation, il arrive dans cet univers-là. Vous avez la nouvelle Europe ici. Alors vous voyez qu'elle ressemble beaucoup à la nôtre, à la différence qu'il y a une mer intérieure ici, qui est en plein bord de la mer du Nord et qui mord sur le nord de l'Europe et les Flandres. Voilà. Et en fait, c'est divisé en parties. Donc il y a comme un roman, il arrive, il découvre le château Falkenstein, il découvre Morolan et Oberon, les personnages qui l'ont convoqué et les raisons pour lesquelles il a été convoqué. Et c'est là que la première fois, on fait connaissance avec les fées. Alors les fées, c'est Oberon, les fées ne sont pas les fées que l'on voit chez Disney. Chez nous, les fées, c'est tout un ensemble de créatures fantastiques et folkloriques que chez nous, on désigne sous nom de monstres, comme les gobelins, les kobolds, etc. Mais aussi des créatures qui ont la possibilité de se transformer. C'est des animaux éthérés qui peuvent traverser la matière, etc. Donc il y a, comme nous allons le voir, il y a des gentils fées et des méchants. Le château Falkenstein, la présentation, le plan du château... Alors, vous êtes au service du roi de Bavière, un roi qui a une histoire un peu étrange, puisque c'est un roi qui a disparu, qui est revenu, c'est une sorte de roi fou. Bref, c'est très haut en couleur. Marianne, il faut toujours une héroïne dans les romans steampunk. Donc ici, c'est plutôt... Marianne, c'est plutôt le côté héroïne aventurière. Parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs types de personnages féminins. Le colonel Ternam, le bon vieux général qui dirige la garnison. Voilà, vous avez ici un petit peu la présentation des possibilités, très brièvement, parce qu'on revient plus loin, de ce que vous pouvez faire comme occupation au sein du jeu. Et on entame, à travers toujours ce roman, la rencontre avec les différents types de races que l'on trouve en Nouvelle-Europe, c'est-à-dire le nain. Ici, il y a un nain. Alors les nains, c'est les mêmes nains que les nains de fantasy, c'est eux qui ont vraiment qui sont les plus doués pour la mécanique, pour trafiquer les machines à vapeur, pour tout ce genre de pratiques qui font affaire à la technologie. Voilà. Enfin, à propos des naines, on apprend qu'il n'y a pas de naines. Les nains s'accouplent avec des fées et font des autres nains, ou si c'est une fille, c'est une féerie. Le roi fou, c'est pour qui vous allez bosser, enfin, pour qui Tom Holland bosse, après c'est à vous de voir. C'est Ludwig de Bavière. Il a un passé un petit peu bizarre, on ne sait pas trop pourquoi il a disparu pendant plusieurs années. Il revient, il a été redécouvert. Bon, bizarre. Ensuite, on arrive à l'adversité. Qui dit steampunk, qui dit roman steampunk, dit grand méchant. Là, vous avez le chancelier de fer, Otto Bismarck, le chancelier de Prusse. Alors la Prusse, c'est les gros méchants. Et là, vous avez les deux types, les Unzili et les Fili. Alors, les Unzili, c'est les gentils, les Unzili qui sont les méchants, des méchants féeries qui œuvrent pour souvent le roi de Prusse, contre évidemment un marché qui n'est pas toujours très avantageux. Alors Bismarck veut devenir le maître du monde, et les Unzili aussi, donc c'est une alliance de circonstances. Voilà, vous avez les différentes... Brièvement, vous avez l'Amérique, l'Autriche-Hongrie, etc.
Les nations de Nouvelle-Europe. Alors là, un petit cours de géographie. Le royaume de Bavière, l'Empire austro-hongrois, le Second Empire, l'Empire britannique. Alors ça brasse un petit peu. Ça va à cheval entre la période post-napoléonienne, l'ère victorienne, et ça mord un petit peu quand même sur les années folles. Voilà. Vous avez la carte de l'Europe, de la Nouvelle Europe, avec les villes principales. La Prusse, l'Empire russe. Alors là, il est décrit aussi les rapports diplomatiques entre les différents pays. Le monde de Frankenstein, un endroit étrange. Une petite histoire du monde à potasser. Une balade Nouvelle Europe, un magnifique chronique qui met en scène une féerie. Alors vous voyez que les fées, parfois, ressemblent à nos elfes en fait. Voilà. Mais ils ne sont pas obligés d'être comme ça. Un dragon, parce qu'il y a des dragons, et voilà, un peu plus léger que l'air. Et quelques machines à vapeur que l'on voit derrière, on dirait un charcot. Voilà, la technologie de l'air à vapeur. Voilà. Alors, vous voyez ici, vous avez droit au golem de vapeur. Les communications. Les communications, on est en plein Brésil, hein, vous allez voir. L'information, les médias, on est toujours un petit peu dans le Brésil avec ces tubes pneumatiques. La tomatologie. Alors là, on arrive à la magie, parce que dans Frankenstein, la magie présente. Et une grande importance. Alors, les fées ne font pas de magie, ils ont d'autres pouvoirs, et les personnages peuvent apprendre de la sorcellerie pour manipuler la magie. Les célébrités de l'ère à vapeur, là vous avez des personnages fictionnels comme des personnages qui ont réellement existé. Sarah Bernard, par exemple, le capitaine John Carter, voilà, Charles Darwin, Charles Dickens, le comte Vlad Dracula, Phileas Fogg. Alors vous voyez, vous avez une grande galerie de personnages. Moi j'adore les dessins, franchement c'est super boulot. Honnêtement, c'est magnifique. Un monde de grandes machinations, avec ces mégalomanes, des agences secrètes et sociétés secrètes. Alors là, on a affaire à une espèce de patchwork de tout ce qui existe dans l'imaginaire des écrivains, ou en réalité l'Alliance du Second Pacte. Alors là, vous allez vraiment faire partie peut-être, hein, voilà. La Ligue mondiale du crime, la fraternité. Alors là, vous voyez, on est en pleine conspiration. Les mondes de savants fous, les génies du crime, parce qu'il en faut. Alors, les gentils, ils ont fait la différence entre les gentils génies du crime et les méchants génies du crime. Voilà. Voilà, il est un peu plus loin. Il y a un petit qui les différencie. Le monde de science steampunk avec une machine à vapeur, les inventions étranges, le plus léger que le LR, la technovapeur. Voilà, vous avez pas mal d'inventions courantes. Les nains. Oh, ils appellent ça, nous on appelle ça steampunk, mais eux, ils appellent ça l'arachrotechnologie. La gadgetique, machine infernale. Quelques exemples, comme ça va du dreadnought au calculateur de bagages, de l'enregistreur unité graphique. Alors quelquefois les éléments les plus basiques en vapeur ne sont pas présents. Bon, vous les installer. Hein. Alors plus c'est compliqué, plus c'est foutraque, et plus vous allez le trouver dans Château Falkenstein. Voilà, un petit peu l'armement. Alors ça va de l'épée au pistolet. Bon. Le crime. Les types de faits. Là vous avez on s'attarde un peu aux faits. Vous avez un petit peu pas en détail, mais vous avez une présentation des différentes composantes du peuple féerique. Voilà, vous avez les animaux, le boguelin, voilà, vous en avez quelques-uns quand même. Lutin, nymphe, pixie, esprit de la nature. Vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment superbe. Les hauts faits, alors là, ça tape un peu plus haut, tu as tête de Danou. Alors vous voyez que tout repose sur notre folklore. Et tout est brassé. Le Seigneur d'âme sombre, le voile féerique, les portails. Alors, ici, on parle économie, on parle ville, on parle population. Montée à cheval, vitesse des chevaux. Ici, vous avez les vitesses de déplacement.
les trains, bateaux à voile, clipper à pales, bateaux à vapeur, automotive. Automotive, c'est des automobiles à vapeur. La mode vestimentaire, très inspiré de la période victorienne, évidemment. Alors, on n'a pas droit au savant, au steampunk qu'on voit dans les fais-le toi-même, hein, c'est-à-dire le chapeau avec les lunettes, etc. Mais bon, c'est possible. Les prix, les langues, le néo-européen, la mode, le charme, préséance et ordre social, parce que la plupart des pays sont dirigés par des cours. Voilà, l'escrime, et plus loin vous allez avoir affaire au duel. Voilà, les affaires d'honneur, défendre l'honneur d'une dame, l'honneur et la vertu. Voilà, l'essentiel c'est respecter un petit peu les mentalités et les mœurs du 18e et du 19e siècle. Voilà. Là, on repart sur la thaumaturgie et la sorcellerie. Voilà. Là, il y a une explication de l'auteur, comment il comprend, lui, la magie. Voilà. Alors, la magie fonctionne avec des livres et des connaissances occultes. Et vous allez voir comment ça fonctionne un peu plus loin. La sorcellerie scolastique et la thaumaturgique. Là, vous avez les ordres. Alors, les Illuminés de Bavière, qui ont réellement existé, l'ordre hermétique de l'Aube dorée, qui a réellement existé, mais on a beaucoup de fantasmes dessus, la franc-maçonnerie, l'ordre du Temple de Jérusalem, la loge mystique du Temple de Ra, voilà, les maîtres théologiques de la Loge Blanche, l'ordre sacré de Saint-Boniface, l'ancienne pratiquée du Temple druidique, et on passe au dragon. Alors, vous pouvez interpréter un dragon. C'est écrit un peu plus loin comment on interprète un dragon. Alors un dragon, en général, c'est pas des créatures si fantastiques que ça. C'est des créatures de sorte de ptérodactyles évolués. Voilà. Vous allez me parler même de l'accouplement de la vie famille des dragons. Hein, quand même, hein. Mais le dragon, s'il n'en est pas moins un animal fantastique, il a le jet de flamme quand même. Hein. Le grand jeu. Alors le grand jeu, c'est vous qui allez participer au grand jeu, c'est les joueurs qui vont participer au jeu, et l'hôte, le meneur de jeu, qui va faire participer les joueurs au grand jeu. Voilà. Épée contre vapeur. Là, vous avez carrément le style de jeu que vous pouvez, plein d'aides, plein d'indications pour vous permettre de bien diriger une partie. Vous avez des projections sur le futur, la conquête steampunk d'Otto Bismarck. Voilà. Conseil de guerre, gagner le soutien d'un dragon, le second pacte, voilà, vous êtes en plein dans le second pacte. Voilà. Les attaques féeriques, les créatures fées, l'arme secrète et les moteurs thaumaturgiques, les automates sorciers. Là, vous avez plein de choses à apprendre, à lire. Invoquer la chasse sauvage. Les nains. Alors tout ça, c'est toujours proposé sous la forme de petites nouvelles qui forment à la base un grand roman. Voilà. Donc là, à chaque fois, Tom Holland est mis en situation et il nous présente de manière très romanesque les différents éléments du jeu. C'est vraiment très bien pensé. Moi, j'aime beaucoup. C'est un peu déstabilisant au début. On ne sait pas trop où on va. On a l'impression de lire ça comme un livre. Après, on se dit, bon, on va fermer le livre, on va le mettre à la bibliothèque. Et ben non, vous allez voir que bientôt, on va vous proposer de participer à l'aventure. Les cités naines. Voilà, là, vous avez toutes les cités naines de Nouvelle-Europe. Alors, les soldats non humains. Ici, on parle de guerre, on parle de fanterie. Il y a beaucoup de petits détails qui ne sont pas forcément indispensables, mais bon, ça permet de donner de la couleur au récit et ça va peut-être vous servir plus tard. Les armes secrètes de la... Alors, quelques armes secrètes, voilà. Le Zeppelin, le canon Verne. On parlait des 500 millions de la Begum, le voilà. La forteresse d'assaut prussienne qui a souvent été utilisée dans la science-fiction, que ce soit le jeu de rôle, le jeu de figurines, etc.
où la guerre de 14 ne s'en finit plus et qui crée des machines comme ça, le torpilleur à éperon, le dreadnought à turbine, un chapitre sur la marine, un chapitre sur les champs de bataille, et donc la bataille de Königsegg, avec tout le récit de la bataille, l'aéronavale bavaroise, le dragon, très joli, qui illustre bien l'esprit du jeu, la fin du jeu, voilà. Et c'est là que on va vous inviter à entrer, vous les joueurs et vous l'hôte, dans le grand jeu. Alors là encore, on entame une autre partie qui est aussi assez originale, puisque vous allez voir que Château de Frankenstein, il n'y a pas de dés. Château de Frankenstein, il n'y a pas de fiche de personnage. Mais qu'est-ce que donc que fait Château de Frankenstein? Alors, c'est un jeu, vous allez voir, de rôle comme les autres, mais qui fait vraiment place à la narration et qui essaye de recréer sur les tables les personnages qui sont héros des romans steampunk. Non pas par une fiche de personnage. Bon, là, il vous explique un petit peu ce que vous allez rencontrer au cours du jeu, les scènes et les coulisses, etc. Bon, les scènes, c'est ce qui se passe pendant la partie, les coulisses, c'est ce qui se passe entre les parties, et les personnages du jeu, les héros imparfaits, vous avez vu, les héroïnes, on en parlait plus loin, voilà, l'héroïne tragique, l'héroïne astucieuse, les méchants, les seconds rôles. Qu'est-ce qu'un personnage? Et voilà, là on entame de suite, on se dit, mais où on tire les persos? Mais il n'y en a pas. En fait, vous avez une longue liste d'archétypes qui correspondent aux personnages des romans steampunk. Vous choisissez un archétype. L'archétype va vous donner des spécialités. L'archétype va vous donner vos biens. Dans votre journal, vous allez pouvoir consigner. Alors les journaux, ça en gros, c'est votre fiche de personnage, les adresses de vos conquêtes, des noms de code, etc. Pourquoi vous êtes là? Voilà. Pourquoi vous jouez en fait, hein, pourquoi vous participez au grand jeu. Là vous avez l'agent secret, l'anarchiste, l'arnaqueur, vous allez voir que c'est pas restrictif parce qu'il y a un grand, bon, l'artisan nain, l'artiste, l'aventurière, l'explorateur, l'écrivain, et j'en passe, le gentilhomme, Arsène Lupin arrive, hussard fougueux, pas hussard, inventeur, on a Marie Curie, tiens, journaliste, lutin, médecin, Calamity Jane, pourquoi pas. Donc le noble, les pixies, puisqu'on peut interpréter des fers, le pixie c'est tout petit, hein, c'est la fléclochette en gros. Hein. Donc savant, le savant fou, les seigneurs et dames fées, là c'est plus compliqué à jouer, mais pourquoi pas. Et là vous choisissez un archétype. Donc une fois que vous avez choisi, vous pouvez inventer l'archétype en accord avec l'autre, hein, bien sûr. Vous pouvez déformer un archétype existant si vous pensez trouver dans votre roman favori. Moi qui adore Oswald Bastable, j'aurais pu choisir Oswald Bastable comme archétype, qui est un aventurier un peu dandy, expert en escrime, etc. Voilà. Vous pouvez toujours discuter avec autres pour choisir votre personnage. Et comment ça fonctionne? Alors vous allez avoir un journal. Donc vous allez avoir un journal. Alors il existe sur internet des petits calepins que vous pouvez remplir comme un journal intime. Et dans ce journal, vous marquez votre nom, d'où venez-vous, la physionomie, l'apparence physique, comment se sont passées votre enfance, tout ça. Vous voyez, vous avez un petit exemple de journal. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi prolixe, hein. Vous pouvez être un petit peu moins... C'est sûr que ça peut être intimidant pour quelqu'un qui démarre le jeu de rôle, qui n'a jamais joué au jeu de rôle, ou quelqu'un qui a l'habitude de jouer à des jeux de rôle beaucoup plus classiques. Trouver tous ces articles, moi qui connais certains joueurs qui n'arrivent même pas à trouver le prénom de leur personnage, c'est un peu compliqué. Mais on s'y fait, il faut faire un effort, on le fait avec la complicité de l'autre, et même pourquoi pas des autres joueurs. Hein. Vous avez, c'est une espèce de QCM en fait, hein, voilà, vous répondez exactement ces petits trucs et ça vous aide à remplir le journal. Voilà. Et ensuite, vous allez choisir des talents. Alors, les talents, là c'est pareil, vous allez marquer dans votre journal, il n'y a pas de fiche de perso. Donc, vous choisissez un talent dans lequel votre personnage est excellent. Voilà. Vous choisissez 4 talents dans lesquels le personnage est bon. Et vous choisissez un talent dans lequel le personnage est faible. Tous les autres personnages, tous les autres talents, on considère que vous êtes moyen. Donc là, vous avez la liste des talents, en sachant que, comme d'habitude, vous pouvez, avec l'accord de l'hôte, vous pouvez en créer d'autres. Hein.
Voilà. Là, vous avez les abréviations parce que ça va faire plus loin pour les actions. Voilà. Les arbres sociales. Alors, vous voyez, ici, vous avez déjà, on commence à parler des cartes. Vous avez essence sociale, c'est pique, athlétisme, c'est trèfle, attraction, c'est cœur, et bricolage, c'est carreau. Vous allez voir que ça a son importance. Voilà. Alors, vous choisissez des talents, hein. Vous les marquez sur votre petit... vous pouvez broder, sur votre... journal intime, vous pouvez broder, expliquer pourquoi vous êtes si fort en athlétisme. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de marquer athlétisme majeur, ou voilà, c'est pas obligé. Hein. Vous pouvez au contraire développer pourquoi, instruction, vous pouvez expliquer pourquoi vous avez une instruction aussi élevée. Interprétation, c'est pareil, médecine, perception, alors vous avez beaucoup de choses. Ça c'est le pouvoir de l'espèce, les fées ont certains pouvoirs à eux. La sorcellerie, c'est faible pour les fées, et si vous voulez faire, si un humain veut faire de la thaumaturgie, de la sorcellerie, il est obligé de mettre au moins bon là-dedans. Tir et améliorer les sorts, ça c'est pour plus tard. Il n'y a pas de points d'expérience, donc tout se fait avec l'accord de l'hôte. Ils expliquent un petit peu comment on peut grimper là, pour aider l'hôte, hein, surtout. Voilà. Alors là, hop, les équipements et les prix. Des exemples de personnages pour l'hôte avec des personnages connus, et ils ont mis des... Voilà, ils ont... Par exemple, si vous prenez Otto von Bismarck, le vrai, athlétisme bon, charisme bon, escrime excellent, instruction bon, perception excellent, physique excellent, pugilat excellent. Voilà. Ulysse Grant, Ludwig Ier. Voilà. Incarner un dragon, c'est un petit peu particulier parce que vous n'êtes pas type, vous êtes voilà, en fonction de votre physique, vous avez plutôt une taille différente. Évidemment, vous n'êtes pas de forme humaine. Donc, incarner un nain, le nain. L'amour du métal, les capacités spéciales, incarner un fée, les capacités spéciales des fées, voilà, l'éthéralité, c'est-à-dire la façon dont vous devenez éthéré, et vous pouvez traverser la matière en fonction de la matière que vous traversez, et votre niveau d'éthéralité, voilà, prodigieux à faible, vous voyez comment vous pouvez traverser les différentes matières, sachant que si vous êtes faible, vous ne traversez rien du tout, vous tapez dans le mur. Voilà. Ici, comment la guide des fées pour repousser. Voilà, pour repousser les fées, il y a des petits gris-gris. Voilà, utiliser les sortes poétiques pour créer des aventures. Voilà, bon là, il fait petits aides de jeu. Chapitre suivant, la saga. Écrire un chapitre ou un épisode. Et on arrive à l'action. Alors là, vous avez des valeurs qui correspondent en fonction du talent, du niveau du talent, à la valeur. Ça fixe la valeur de votre talent. Quand vous allez faire une action, ça va nécessiter une certaine valeur. Si vous n'avez pas la valeur, vous avez à chaque fois au début, vous avez une main de 4 cartes. Et vous allez pouvoir jouer ces cartes pour augmenter la valeur totale. En sachant que si vous jouez une carte de la même couleur, c'est la valeur qui compte. Si vous jouez une carte d'une couleur différente, elle vaut 1, tout simplement, la carte. On ne peut pas se défausser de cartes, on est obligé de les jouer pour pouvoir avoir d'autres cartes. Voilà. Voilà, les prouesses héroïques, ça s'appelle une prouesse héroïque. Voilà. Alors, les couleurs, évidemment, ça correspond au talent. Vous avez vu que certains talents, c'est pique et trèfle, c'est noir, cœur et carreau, c'est rouge. Voilà. Et vous avez aussi, en fonction des malades, alors c'est en fonction du degré de réussite ou d'échec, vous avez, si le total obtenu par le personnage est inférieur à la moitié du total exigé, la tentative se sauve par une maladresse. Elle est toujours résolue par l'autre, qui juge de la forme qu'elle prend en fonction du talent employé. Voilà. Après, vous avez les réussites supérieures, les réussites, vous avez un degré de réussite. Pour les dégâts, c'est à peu près pareil. C'est l'attaquant contre le défenseur. En fonction, l'attaquant voit le degré de réussite qui va de la maladresse jusqu'à une réussite magnifique. Et en fonction de l'arme, ça fait plusieurs dégâts. Voilà, différents types de dégâts. En sachant que les points de vie des personnages sont résumés ici dans une table de santé. En fonction, c'est un mélange de courage et de physique. Vous faites le croisement et vous avez le nombre, la santé que vous avez, etc. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Récupération, les machines de guerre, les blessures, c'est le même principe. Le duel, c'est le même principe, sauf qu'il y a des codes. Ça se joue
en plusieurs manches. Voilà. Avec un système de cartes. Voilà. 6 cartes du jeu du destin de l'hôte. Voilà. Et bon, les cartes rouges pendant une attaque, les cartes noires pendant une défense, les figurines nombreuses dans ta repos. Donc là, c'est très codifié. C'est vraiment quelque chose de particulier. C'est conventionné. Vous avez un exemple. La sorcellerie, qui fonctionne à peu près de la même manière, sauf qu'il utilise un autre paquet de cartes, qui est toujours donc un paquet de 54 cartes avec 2 jokers. Hein. Le joker étant ballant la carte que vous désirez, et en fait, en fonction du sort que vous lancez, vous allez pouvoir augmenter, vous allez pouvoir donner plus de force, voire arriver à lancer le sort, parce que le sort il demande une certaine puissance. Si vous n'avez pas, vous êtes obligé de jouer des cartes. Et en fonction des cartes que vous jouez, si vous jouez des cartes alignées, c'est-à-dire de même couleur que le sort, il n'y a pas de problème. Si vous jouez des couleurs non alignées, ce qu'on appelle les harmoniques, et ça peut entraîner des points d'énergie, etc. Ça peut donner plusieurs conséquences, des conséquences en fonction des cartes jouées, vous voyez. Qui sont variés. Voilà. Surmonter le dans les artefacts, les livres occultes. Alors là, on apprend avec les livres. Chaque livre donne un certain nombre de sorts. Le manuscriptum mentalis et cœur. Voilà, vous avez différents. Et là, vous avez la valeur qu'il faut atteindre pour arriver à lancer le sort. Voilà, c'est aussi simple que ça. La règle est simple, hein, en fait. Hein. Vous n'avez pas vraiment beaucoup de machines infernales. Voilà, voilà. Le trafiquer, pour trafiquer des gadgets et fabriquer des gadgets, et les améliorer, il y a un process. Voilà. Les véhicules. Voilà, pour exemple de véhicule, coût 132 semaines et 13 200 MO. Voilà. Comme une horloge, une première aventure, bah là on va passer discrètement dessus, et les inspirations. Voilà, vous avez plein d'inspirations qui vont permettre vous en tant qu'hôte et les joueurs, d'enrichir un petit peu votre imaginaire pour pouvoir créer des aventures. Voilà, et un index évidemment. Voilà, on a parcouru très rapidement, j'avoue, hein, parce qu'il y a quand même 400 pages, donc on ne pouvait pas faire une émission de 3 heures, hein, ça aurait été trop. Donc, mais ça a permis peut-être pour vous de voir un petit peu en quoi consistait Château Falkenstein. Vous voyez que c'était un jeu de rôle très atypique. Moi, ce que j'ai toujours reproché un petit peu à Château Falkenstein, c'est qu'il faut quand même un meneur de jeu qui sache où il est et qui réfléchisse à ses conflits, à ses engagements. Parce que sinon, les joueurs vont avoir tendance à vouloir garder un peu trop les meilleures cartes, ne pas les jouer, retenir son jeu de manière à pouvoir avoir un jeu le plus puissant possible jusqu'à la fin de la partie, quitte à les dépenser contre un boss ou contre une adversité plus grande. Voilà. Donc il faut vraiment mettre des défis au fil de la partie pour que les joueurs soient invités à dépenser des cartes pour renouveler leur paquet, pour améliorer le jeu. Bon voilà, c'est le seul petit truc que je trouve qui est un petit peu délicat à maîtriser pour un autre dans Château Falkenstein, sinon tout le reste c'est que du bonheur. Hein. Franchement, tout cet univers est vraiment très intéressant. Moi qui adore le steampunk, franchement c'est vraiment un de mes univers favoris. Je n'ai pas trop eu l'occasion de jouer assez souvent parce que la plupart des joueurs que je côtoie préfèrent jouer des jeux de rôle plus classiques. Mais franchement, si vraiment vous voulez tenter une aventure un peu différente de vos parties de jeux de rôle habituelles, je ne peux que vous conseiller Château Falkenstein. En plus, le bouquin il est superbe. Le boulot, franchement, dedans est génial. C'est super agréable à lire. La traduction est parfaite. Les petits ajouts qui ont été faits par Lapin Marteau sont les bienvenus. Franchement, voilà. J'aime beaucoup. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la signaler par un petit pouce en l'air ou partager avec vos amis. Et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner à Guerre et Pompe TV. A bientôt.